sur quel type de territoire le BRS est-il pertinent? On a vu qu'il y avait 84 OFS agréés aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a besoin partout? Qui veut commencer à répondre? Je veux bien essayer. Moi, ce que je retiens d'abord, bonjour à tous, hein. D'abord, ce que je retiens de l'excellente présentation de Quentin, on travaille beaucoup avec Adéquation au sein de la coopérative, bien sûr, mais avec 3F également. Moi, je retiens simplement que le BRS a un potentiel de développement tout à fait extraordinaire en Île-de-France. Pour répondre à votre question, on voit bien que c'est assez général. Alors, il y a en effet des couleurs vert foncé qui marquent les territoires peut-être les plus appropriés au développement du BRS. Je pense à Villiers-sur-Marne, puisque je crois que le maire est ici, hein, M. Benisti. Il sera là dans la 3e table ronde. Il sera là dans la 3e table ronde. Je dis ça parce que non seulement le maire est là, mais parce que c'est notre premier BRS, Villiers-sur-Marne, et on lance les travaux là bientôt. Avec bien sûr la coopérative foncière francilienne. Donc je crois, et j'en resterai là, mais je crois que le BRS est en effet un produit qui a un territoire de prédilection, c'est les zones tendues à foncier cher. Très bien. Je pense que c'est ça qui me paraît essentiel de Merci. retenir. Richard Curnier, vous êtes directeur général de la Banque des territoires Île-de-France, régionale, pardon. Non, mais de la Banque des territoires Île-de-France, j'ai précisé. Vous étiez en PACA avant, il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez peut-être faire la comparaison entre les deux. Bon, c'est deux territoires très tendus, PACA et Île-de-France, mais quelle est la différence en fait? Et d'après vous, quel est l'intérêt du BRS dans quel territoire? En fait, il vient de le dire, c'est les zones tendues. Enfin, bonjour à toutes, bonjour Mais à tout le tous. monde va peut-être dire la même chose, C'est mais les je zones voudrais juste le tendues. vérifier. Mais en fait, effectivement, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une problématique différente, c'est qu'il y a la loi littorale, la loi montagne. Donc, on a des territoires quand même qui sont très particuliers. Et puis, il y a la charte du foncier. Le foncier est très rare. Donc, forcément, on arrive aujourd'hui où le BRS finalement s'adapte facilement à ces territoires. Donc on arrive aussi à travailler sur ces sujets-là. Et en PACA, il y a eu beaucoup d'ailleurs de BRS, d'OFS qui se sont développés. Merci. Romain Marchand, vous êtes maire adjoint à Ivry et vous allez, enfin on va le voir tout à l'heure, vous allez développer ce système. D'après vous, nature des territoires intéressants? Évidemment, comme les intervenants précédents, je pense que le BRS prend toute sa place et a tout son intérêt, particulièrement dans les zones tendues où le foncier est très cher. Et puis j'ajouterais peut-être une dimension plus politique, même si je constate que le BRS peut rassembler par-delà les clivages, là où il y a une volonté locale d'essayer de continuer à produire une offre de logement qui s'adresse largement à la population et pas seulement à celle qui en a les moyens, parce qu'en réalité, quand le foncier est cher, ceux qui ont les moyens d'accéder à la propriété sur le marché classique le font, mais on voit que plus le foncier est cher et plus cette part de la population, elle se réduit. Et donc, comme dans les opérations d'aménagement, on ne peut pas faire que du logement social, le BRS offre une possibilité d'une espèce de troisième voie entre le logement social et l'accession à la propriété qui s'adresse à des ménages qui ne pourraient pas acheter sur le marché de l'immobilier classique, mais qui peuvent, avec le BRS, devenir comme ça coopérateurs. Merci. Et donc Benoît Lebeau, vous êtes directeur de l'aménagement de l'établissement public Paris-Saclay. Vous allez me dire la même chose. Oui, je rejoins mes camarades avec une spécificité en plus qu'on a, nous, sur notre territoire, puisque effectivement, l'établissement public d'aménagement intervient plutôt en grande couronne. Oui, voilà, ce n'est pas un territoire a priori hyper tendu chez vous. Quand même, on est aujourd'hui sur un territoire où le prix de marché en accession libre dépasse maintenant les 5 000 € du mètre carré, hein, notamment sur la frange sud du plateau de Saclay, dans lequel on mène nos opérations d'aménagement. Donc je parle des communes de Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, hein, donc ce territoire, effectivement, et s'insère, nos projets d'aménagement, s'insère dans le projet du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, avec une ambition très forte
qui est de faire sur ces communes, de réaliser ce qu'on appelle, nous, un campus urbain, où la dimension logement a toute sa place, puisque un tiers de la programmation, et c'est plus à terme, c'est plus de 6 000 logements familiaux qui sont prévus, doit avoir toute sa place pour créer des quartiers vivants, animés, mixtes, et faire fonctionner ces nouveaux quartiers. Et cet enjeu-là, et donc l'enjeu pour nous d'avoir des familles occupantes est extrêmement important dans un contexte où on produit également beaucoup de résidences étudiantes, hein, plus de à terme, hein, c'est 8 000 étudiants, mais sur un territoire qui a vocation à en accueillir 30 000. Et donc avec une problématique finalement de demande en logement étudiant qui est supérieure à l'offre et qui peut effectivement venir remplir l'offre destinée au logement familial. Donc l'enjeu pour nous, évidemment, c'est que dans les logements qu'on produit avec les opérateurs, c'est d'avoir des familles. Et pour ça, le BRS est un outil assez efficace, hein, puisqu'il nous garantit finalement d'avoir des familles plutôt que de la colocation étudiante. Alors, on y reviendra, mais ça veut dire que dans la typologie que vous proposez, c'est plutôt des grands logements? Alors plutôt, oui, on fait pas de terrain, effectivement, et donc on travaille sur une typologie qui adresse effectivement plutôt les T3, les T4 et les T5. Merci. Donc, territoire tendu, outils de mixité sociale. Patrick Bridet, donc vous êtes directeur général adjoint du groupe 3F, je ne vous avais pas présenté, excusez-moi. Pour vous, c'est un outil supplémentaire d'accession sociale, en plus du PSLA, des logements en TVA 5.5, de la vente HLM. C'est un outil en plus dans votre boîte à outils? C'est un outil supplémentaire, oui. Ce que je voulais dire, mais d'une façon générale, moi, ce qui me frappe dans le BRS, c'est que c'est un produit qui connaît une adhésion, je dirais, quasiment générale. Ça a été dit tout à l'heure, mais j'insiste parce que on voit bien les territoires du Sud-Ouest, ça a été évoqué tout à l'heure, mais on voit des très grandes villes, des métropoles régionales. On a Paris, mais aussi on a le conseil régional de l'Île-de-France. Je pense par exemple aux dernières déclarations de Jean-Philippe Dubouin-Clément. On a bien évidemment les grands partenaires, la Caisse des dépôts. Je pense à Action Logement également. C'est important. On a parlé tout à l'heure de familles occupantes et notamment de familles salariées. Je sais que tout à l'heure, oui, il y a Françoise Godel qui représente Action Logement qui va en parler. On a des villes pour différentes raisons, mais des villes qui appartiennent à des obédiences multiples. Donc c'est quelque chose qui est très frappant parce que c'est rare d'avoir un dispositif qui rencontre une telle unanimité. C'est simplement, je voulais dire ça parce que c'est vraiment très frappant. Alors, et on y reviendra aussi, mais pour l'instant, on a l'impression que cette unanimité, elle est plus rencontrée de la part des partenaires qui montent tous ces systèmes et de l'institution autour, plutôt que des acquéreurs qui, pour l'instant, ne sont pas toujours tous au fait de l'existence de ce système. Enfin, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais on est dans un système d'offres pour l'instant, ce qui est bien. C'est vrai qu'on démarre. Par exemple, 3F est connu comme étant un opérateur HLM, hein, essentiellement. On produit beaucoup de logements HLM traditionnels. Simplement quelques chiffres, hein, mais il faut voir que c'est très important et on pourra comme ça mesurer qu'on démarre sur l'accession sociale à la propriété et notamment sur le BRS. Pour la France entière, 3F, c'est 10 000 logements livrés par an, essentiellement en plus PLAI, essentiellement. Hein. Et en Ile-de-France, c'est 4 500 logements. Alors, on a créé en Ile-de-France une direction de l'accession il y a 2-3 ans, et en effet, on a un objectif de développer une offre nouvelle en accession sociale à la propriété d'environ 650 logements à l'horizon 24-25. Hein. Nous n'y sommes pas, nous en sommes à 300. Mais ça veut dire qu'on s'est imposé une feuille de route avec des objectifs augmentés de plus de 30% par an.
Voilà, et le BRS a toute sa place. Alors on démarre, c'est notre première opération. On en a deux, trois, si j'ose dire, dans les tuyaux. On en a avec le central à Palaiseau, avec Paris-Saclay. Voilà, je pense que c'est en effet une offre nouvelle qui vient compléter tout ce que l'on fait par ailleurs en matière de TVA, en accession sociale à la propriété, TVA 5.5 en renouvellement urbain, également en PSLA. On continue à faire du PLSA et le BRS vient, je veux dire, trouver sa place dans des territoires spécifiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, compléter. Aujourd'hui, on peut parler que de complément parce que compte tenu de la petitesse de la production, est-ce que ça veut dire remplacer à terme? Vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de question piège. Non, il n'y a pas de. Non, remplacer à terme. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, encore une fois, on voit bien comment un groupe comme 3F, dont l'objet social principal est le logement locatif social, et il faut, on parlera peut-être quantité tout à l'heure, mais il faut toujours produire beaucoup de logements sociaux, et notamment du logement très social. Et puis, il y a l'engagement de 3F, mais d'autres bailleurs, d'autres opérateurs, de vouloir diversifier l'offre, encourager les parcours résidentiels, et l'accession sociale à la propriété y répond, et notamment le BRS dans les zones qui, jusqu'à présent, excluent les ménages, le plus souvent les ménages à revenus modestes. Merci. C'est l'un et l'autre. Merci. Richard Curnier, donc la Caisse des dépôts est le principal financeur des OFS. Aujourd'hui, quelles sont vos conditions de financement? Déjà, quel est le type de prêt qui est mis en œuvre et à quel terme? Et puis, quelles sont vos exigences en termes de pré-commercialisation, en termes de redevances aussi pour les OFS que vous financez? D'abord, avant de vous répondre, j'ai envie de dire que le logement social, en fait, se finance grâce à l'épargne des Français. Je crois que c'est important à dire et c'est pour ça qu'on comprend mieux après les contraintes derrière. En fait, le logement social, je sais qu'il y a des promoteurs dans la salle, des élus, mais on ne sait pas comment ça se finance derrière. Et en fait, c'est votre livret A. Dans la salle, je pense qu'on sait. Il y a eu quelques promoteurs qui me posaient des questions qui me semblaient que ce n'était pas totalement acquis. Donc, en fait, c'est votre livret A en fait, qui est remonté à la Caisse des dépôts. Donc, pour 100 € sur votre livret A, 60 € est remonté à la Caisse des dépôts. Donc, ça représente quand même un volume de 450 milliards d'euros. Pour vous donner un petit peu des échelles. Et ensuite, nous, cet argent-là, on le redistribue. Alors, on le prête à des bailleurs sociaux, naturellement, pour du plus, du PLS, et sur l'OFS. Donc, nous, on ne s'embête pas, si vous voulez, on a un taux unique. C'est ça qui fait notre force. Nous sommes dans l'intérêt général, nous sommes un établissement public. Donc, que ce soit 100 000 € ou 100 millions d'euros empruntés, c'est le même taux pour tout le monde. C'est indexé sur le taux du livret A. Et puis, on a un taux de livret A plus 0,60. Donc, on est aujourd'hui à 1,60% pour le financement des opérations de logement conventionnés. Donc, c'est le même taux, mais pas la même durée. Alors, voilà, c'est là où je vais y revenir, c'est que la durée, nous sommes un établissement public de long terme. Pour nous, le 15 ans, c'est du court terme. Donc là, on peut aller avec l'OFS sur du 80 ans. 80 ans pour permettre finalement cet équilibre dont on parlait tout à l'heure. L'enjeu à la fois pour l'accédant, c'est bien évidemment d'avoir une décote de 30 à 35% par rapport au marché. Et ça, on peut le faire grâce à la dissociation et au portage du foncier par l'OFS que nous finançons sur une durée de 80 ans. Alors derrière, ça nécessite quoi? J'ai parlé du taux, donc déjà, donc c'est taux du livret A plus 0,60% de taux de marge. Nous demandons à l'OFS d'avoir aussi des fonds propres. Tout banquier demande des fonds propres, donc nous demandons à peu près 5% de fonds propres du montant de l'opération. Ce qui n'est pas non plus énorme, mais on l'a vu tout à l'heure dans la première table ronde, il y a des aléas. Donc les aléas, il faut les couvrir, et on les couvre grâce à quoi? Grâce aux fonds propres de l'OFS. S'il y a des impayés, s'il y a des retards de paiement, il faut que l'OFS soit en capacité finalement de faire face à ces aléas. On a également parlé de pré-commercialisation. Vous avez raison, c'est un élément important. Un élément important. Et là, on demande aussi un taux de pré-commercialisation de 50%. Alors, sauf dans des cas particuliers, notamment pour les bailleurs sociaux. Donc le même que pour des opérations privées? Ben oui, le même pour les opérations privées. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore véritablement de retour. On n'a pas véritablement de retour.
Donc on demande ce taux de pré-commercialisation. A priori, il y a quand même plus de garanties, non? Parce qu'il y a une garantie de rachat de l'OFS. Alors, on demande 30% pour un bailleur social, hein, de pré-commercialisation, mais lorsqu'il y a un intermédiaire avec un promoteur, on demande 50%. Donc ça, ce sont des règles que nous imposons. Donc j'ai parlé. Et puis la redevance. Alors la redevance, effectivement, c'est en fait un élément majeur. On a parlé aussi du reste à vivre. Donc on estime, la Caisse des dépôts Banque des Territoires, que 2,50 € par mois, c'était un peu le maximum. Maximum parce que finalement, sur un logement de 60 mètres carrés, on arrive vite à 150 €. Donc 150 € par mois. Puis il faut rajouter naturellement la mensualité liée à l'acquisition, à la construction, je veux dire, pour le particulier. Donc il faut que maximum on soit à peu près à 2,50 €. Sinon, on sait très bien qu'on va se retrouver avec des problématiques d'insolvabilité et de reste à vivre qui vont être vraiment très, très fragiles. Et je sais que dans certaines collectivités, on arrive avec des collectivités locales qui apportent des subventions où on arrive à quelques centimes d'euros de redevance. Donc, ça dépend aussi de l'effort des collectivités locales et véritablement de la politique en matière du logement des actifs. Mais la particularité de la COP foncière, c'est justement de fonctionner sans subvention publique. Donc avec une redevance qui est de combien, Cécile? De 30. Voilà. Ben, j'ai dit 2,50, c'était la limite. Donc, en dessous, Président, mais on a eu des débats sur ces sujets-là. Donc, de 30, ça reste de l'acceptabilité, bien sûr. Moyenne. Merci beaucoup. Alors, c'est aussi en termes d'aménagement, d'outils d'aménagement, une alternative à d'autres types de montages. Donc, Romain Marchand, je reviens vers vous. Donc, à Ivry, vous avez fait beaucoup d'accessions maîtrisées, voire très maîtrisées, ce qui ne résout pas tellement la question de la revente, puisque on l'a vu tout à l'heure, une clause antispéculative, elle est limitée à quelques années, et puis en plus, elle n'est pas franchement très légale, etc. Donc, on peut l'éviter. Là, est-ce que vous avez l'intention de remplacer ces accessions à coût très maîtrisés par le BRS? Et est-ce que toute l'équipe municipale est alignée là-dessus? On n'a pas discuté avant cet échange. Non, simplement pour présenter Ivry en deux mots, donc c'est une ville de 63 000 habitants aux portes de la capitale, ville populaire et qui entend le rester malgré le phénomène de gentrification qui est à l'œuvre. Je me retrouve dans un certain nombre de propos que mon collègue de Colombes tenait tout à l'heure. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années que la ville est engagée dans des grands projets de réaménagement urbain. Ivry a longtemps été une ville ouvrière qui a subi, comme toute la couronne francilienne, la désindustrialisation. Ça a été pendant des années le départ d'usines et puis de milliers d'habitants de la commune. Et depuis une vingtaine d'années, on a réengagé une logique de croissance démographique appuyée sur des projets urbains dans lesquels, évidemment, nous continuons de construire du logement social. Si on veut rester une ville accessible au plus grand nombre aux portes de la capitale, c'est d'abord et avant tout le logement social, qui est le logement pour tous. 70% des Français sont éligibles au plafond du logement social. Ivry, c'est une quarantaine de pourcents de logements sociaux aujourd'hui. Et dans nos opérations nouvelles, on maintient ce taux de 40% pour conserver cet équilibre et cette offre qui s'adresse au plus grand nombre. Et puis évidemment, s'il y a 40% de logements sociaux, le reste, ça a été pendant longtemps de l'accession à la propriété. Et depuis le début, on a eu cette volonté que l'accession à la propriété ne soit pas réservée aux ménages qui en ont naturellement la possibilité, c'est-à-dire les ménages les plus aisés. Et donc, on a été amené à mettre en place un dispositif à la fois de pré-commercialisation qui permet aux habitants de la commune d'être prioritaires dans l'accession à la propriété, appuyé en même temps sur une logique de prix maîtrisé. Donc nous, on avait 3 niveaux de prix. Il y avait les prix qu'on disait libres, les prix maîtrisés et puis les prix très maîtrisés. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à récemment, les prix très maîtrisés à Ivry étaient autour de 3 500, 3 800 € le mètre carré, quand le marché de l'immobilier classique est à 5 000. Donc on est... Ça concerne les secteurs d'aménagement. Vous arrivez aussi à l'imposer dans le diffus? On l'impose dans toutes les opérations dès lors qu'on dépasse une dizaine de logements, parce que quand on est en dessous de 10 logements, ça n'a pas de sens. Mais toutes les opérations, même de promotion privée, sont soumises à ce principe. On a une charte qualité habitat qui réglemente ça, qui est un peu l'équivalent de la charte de la construction de mon collègue de Colombes, et puis que
de chartes qu'ont faites un certain nombre de villes et qui nous permet d'intervenir, y compris sur les projets privés. Le regard qu'on porte sur cette politique, d'abord, il est quand même positif parce que pendant 20 ans, ça nous a quand même permis de réguler quelque peu le marché de l'immobilier à Ivry, qui reste en dessous de celui de communes similaires en proche couronne parisienne, même si on observe ces 2 dernières années un rattrapage qui est assez important. Et puis parce qu'il a permis à des centaines de familles ivriennes d'accéder à la propriété dans des conditions qui n'auraient pas été permises si on ne l'avait pas fait. Donc des familles ivriennes et des familles ou des accédants à la propriété qui arrivent aussi d'ailleurs. C'est-à-dire l'offre était suffisante pour que malgré le fait qu'une partie soit réservée aux Ivriens par une précommercialisation dans les journaux municipaux, j'imagine, il y ait encore de l'accession possible pour d'autres. Oui, bien sûr, on a une grosse cinquantaine de pourcents des logements neufs qui ont été acquis par des Ivriens. Ça veut dire que les 50% restants l'ont été par d'autres, des familles venant de l'extérieur. On n'a évidemment pas vocation à être un village gaulois qui ne se reproduit que sur lui-même. Par contre, ce qu'on ne voulait pas, c'est que le développement de la ville se fasse voilà, comme un train qui passerait sous le nez des habitants dans lequel ils n'auraient pas la possibilité de monter. Donc, le regard qu'on porte sur cette politique, il est d'abord positif pour ces 2 raisons. Et aussi, quand on en fait l'analyse, on s'aperçoit que finalement, le taux de revente, excusez-moi, on a fait un calcul sur les 10 dernières années, le taux de revente est autour de 11%. Donc ça veut dire que notre dispositif, il a plutôt fonctionné en termes de fixation, de stabilité de la population. Il a globalement été utilisé par les Ivriens pour habiter leur logement et pour rester dans la ville, pas comme dans une logique spéculative. Par contre, ce qui est clair, c'est que la plus-value à la revente, quand on fait le calcul sur ces 11%, il est de 25 à 30%. Et ça, c'est, comme le disait mon collègue, c'est pas parce que les gens sont des méchants spéculateurs, c'est parce que quand on revend son logement, souvent parce qu'on veut avoir un logement plus grand, parce que la famille s'agrandit ou parce qu'on veut quitter la ville, bah, on le revend au prix du marché. Personne ne revend son logement 10 ou 20% en dessous du prix du marché, quand bien même il l'a acquis dans des conditions très favorables. Et donc, avec l'arrivée des OFS et du BRS, on a enfin un outil qui nous permet de travailler à une offre de prix maîtrisée dans une forme d'accession à la propriété, même si c'est une propriété un peu différente, qui nous permet de travailler cette offre tout en évitant cette logique spéculative à la revente. Et donc nous, quand on a vu arriver ce dispositif, on a sauté dessus en se disant bah, enfin, on peut avoir et les avantages de nos prix maîtrisés et en même temps éviter les inconvénients majeurs qui étaient ceux de cette revente. Donc vous allez remplacer vos prix très maîtrisés par du BRS. À quelle échelle et à quel horizon? Progressivement, c'est notre objectif. Alors pour le moment, c'est les prix très maîtrisés. On a dans nos opérations, alors la charte qualité habitat est en cours de rénovation, elle sera retravaillée d'ici la fin de l'année, mais l'objectif c'est qu'on ait au moins 10% dans un premier temps de BRS, parce qu'on est à la fois dans une logique d'expérimentation, c'est quand même un produit, j'aime pas employer ce mot-là pour parler de logement, mais qui est relativement nouveau, donc il y a une logique d'expérimentation, de conviction vis-à-vis de la population, vis-à-vis aussi des élus à avoir. Et en même temps, il faut un petit effet d'échelle, parce que s'il n'y a pas cet effet d'échelle, eh bien, d'une part, on n'arrive pas à pousser suffisamment les gens vers le BRS, et en même temps, quand ils vont revendre, parce qu'à un moment donné, quand même, les gens vont toujours avoir besoin de s'agrandir ou de changer de logement, on ne les assigne pas à résidence, eh bien, il faut qu'à ce moment-là, il y ait suffisamment eu de production pour qu'ils puissent revendre, parce que pour le coup, quand on revendra son BRS, racheter sur le marché de l'immobilier, qui aura probablement continué de grimper, sera quelque chose de pas très simple pour les gens qui n'ont pas d'autres apports financiers, quoi. Merci. Benoît Lebouc, je voulais revenir, vous l'avez commencé à évoquer tout à l'heure sur la typologie des logements que vous proposez et le fait que ça serve d'outil d'attractivité pour des familles. Donc là où des étudiants pourraient faire de la coloc, ben là, ce ne sera pas possible. Donc comment vous organisez la typologie, notamment des logements, pour que cet objectif soit rendu possible? Alors, on procède dans notre production de logements par consultation. Donc, on travaille en amont et notamment Adéquation nous accompagne également sur ce sujet-là pour effectivement
définir et prescrire la typologie et la granulométrie effectivement des différentes tailles de logements qu'on souhaite sur nos opérations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille très en amont. On est assez exigeant sur effectivement aujourd'hui les surfaces moyennes de logements. On vise aujourd'hui du 70 mètres carrés de surface habitable en taille moyenne. Donc ça, c'est des ambitions qui sont fortes. Et puis, on travaille également sur... quand on construit notre consultation, et c'est comme ça qu'on a été amené à demander aux opérateurs de venir avec des propositions BRS. On l'a vu dans l'étude qu'a présentée Quentin Lamour. On se dit que maintenant, on réserve 10% à peu près de la programmation sur un quartier à ce type de produit comme le BRS, qui permet effectivement d'avoir une gamme de logements plus variée, plus accessible. C'est aussi important pour les maires de pouvoir garder effectivement des primo-accédants qui sont sur leur commune et de pouvoir leur donner un accès à l'accession, même si c'est une forme un peu particulière comme le BRS, mais de pouvoir garder les jeunes ménages sur les communes. Ça, c'est une préoccupation assez importante qu'on a ressentie en échangeant avec les maires. Après, c'est une question qui s'adresse un peu à tout le monde. Beaucoup d'entre vous et beaucoup des personnes qui parlent du BRS insistent sur le parcours résidentiel. Or, on pourrait se demander si ce BRS, ce n'est pas finalement un outil, au contraire, de fixation résidentielle pour ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'à la sortie, on ne peut pas revendre avec une plus-value, mais néanmoins, il va falloir aller se loger ailleurs, sur un marché immobilier qui a continué à augmenter. Donc, comment vous imaginez justement cet outil dans le parcours résidentiel et est-ce qu'il est finalement tout à fait un fluidifiant ou pas plutôt un fixateur? On peut essayer. Priorité au maire. Vous savez, quand on est bailleur, il faut être très bien avec la banque, avec le maire et avec l'aménageur. Donc allez-y. Non, sur sur le parcours résidentiel, il est pluriel, le parcours résidentiel. Vous avez évoqué tout à l'heure, je sais que c'est pas l'objet de cette table ronde, mais vous avez évoqué la vente aux locataires. On s'est engagé depuis une dizaine d'années sur ce type de parcours résidentiel. Et ça fait que, bon an, mal an, on a plusieurs centaines de locataires 3F qui deviennent propriétaires de leur logement. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là, que c'est pour ça que j'en parle, je boucle avec le BRS, on va lancer les premières opérations de BRS dans l'ancien. Et c'est à ce titre-là, et c'est pour rassurer Christian, mais ils n'ont pas besoin d'être rassurés, et Cécile, nous sommes agréés au FS. Et c'est justement pour porter ces BRS dans l'ancien. Mais je rassure tout le monde, pour les opérations neuves en accession en BRS, on travaille en priorité avec la coopérative foncière francilienne. Donc il y a ce parcours résidentiel. Et puis il y a aussi le parcours résidentiel dans le neuf. Et là, le BRS prend toute sa place. C'est-à-dire qu'on est sur un objectif de parcours résidentiel, de diversification de l'offre, et au service des territoires, bien évidemment, et pour satisfaire les attentes des candidats à l'accession. Les candidats à l'accession, ils peuvent être dans le locatif, ils peuvent être dans le locatif social, dans le locatif privé, ils peuvent déjà être propriétaires. Je pense que l'idée, c'est plutôt la fluidité plutôt que la fixation, me semble-t-il. Même si je comprends tout à fait qu'il faille laisser une plus grande place aux familles occupantes, aux salariés des entreprises, qui ont des revenus modestes et qui doivent pouvoir rester et devenir propriétaires de leur logement en BRS dans ces zones tendues. Il y a tendance quand même à les exclure. Alors, ma question portait en prospective sur la sortie, parce que le fixateur, il est là, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourra en sortir? Alors, si vous voulez être bien avec le maire d'Ivry, ne lui proposez pas de vendre du patrimoine de logements sociaux. Parce que nous, on est fermement opposés à la vente du patrimoine social, même si je sais que la loi l'encourage désormais. On manque déjà tellement de logements sociaux qu'en vendre, on a évidemment
pour nous aucun sens. C'est la petite boutade. S'agissant du parcours, c'est une vraie question et c'est pour ça que je posais la question de l'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'avec le BRS, on a la possibilité de flécher l'accompagnement de la collectivité pour les ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter sur le marché de l'immobilier classique vers ce produit. Donc c'est aussi pour ça que nous, à Ivry, on veut orienter les prix maîtrisés vers le BRS. C'est-à-dire que désormais, on n'empêche pas les ménages d'acheter sur le marché de l'immobilier classique. Ceux qui souhaitent et peuvent le faire le font. Mais l'accompagnement de la collectivité, il va vers un produit qui est non spéculatif et où, du coup, notre accompagnement, ce n'est pas un accompagnement à un coût qui génère ensuite une captation privée de la plus-value avec une aide publique, ce qui est quand même la limite de nos prix maîtrisés, mais on l'oriente vers quelque chose qui est durablement antispéculatif. Mais comme c'est durablement antispéculatif, c'est vrai que ça pose cette question de la capacité ensuite à rejoindre le marché de l'immobilier plus classique. Et donc la question de l'échelle, elle est importante à deux titres. Le premier, c'est que plus il y aura d'offres de BRS et plus les ménages auront de possibilités de muter à l'intérieur du système BRS, c'est-à-dire qu'on pourra revendre son logement en BRS pour en acheter un autre. Il y a un marché du BRS qui va se développer. Et puis aussi parce que je pense que quand même, ça aura un effet régulateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour la même raison que nos prix maîtrisés ont eu un effet régulateur sur le marché, si vous avez un marché du BRS qui se développe avec des ventes et des reventes à des niveaux qui sont, comme on le disait, 30 à 35% en dessous du prix du marché, forcément, à un moment donné, le prix du marché, ça va avoir un petit effet. Alors peut-être pas méga régulateur, mais un petit peu régulateur. Et donc peut-être que ces passerelles progressivement entre le BRS et le marché de l'immobilier normal seront moins vertigineuses qu'elles ne peuvent le sembler aujourd'hui. Merci. Une autre manière d'utiliser cet outil comme outil d'aménagement, c'est, là la question s'adresse peut-être à l'aménageur et à la collectivité aussi, c'est finalement de vendre des charges foncières plus élevées que le prix auquel vous les vendriez à des opérateurs HLM directement, et donc à rééquilibrer vos bilans de ZAC. Ça peut être utile aussi, non? Alors, nous, on le fait plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça nous permet de diversifier dans le volume qui était réservé à l'accession, de diversifier, et on développe le BRS dans nos bilans d'aménagement sur les volumes qui étaient fléchés accession. C'est-à-dire qu'on le fait en plus de la programmation LLS qui avait été arrêtée dans nos bilans de ZAC. Ça répond à ma question tout à l'heure, ça ne remplace pas, ça complète. Exactement. Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Mais... Non, mais c'est pour nous, c'est effectivement, et on peut le faire effectivement parce que sans dégrader effectivement notre bilan d'aménagement et à charge voilà, et nous les charges foncières on les fixe dans nos consultations. Aujourd'hui, voilà, les opérateurs sont capables de répondre sur une offre de BRS avec des charges foncières qui correspondent au prix montant de l'accession libre. Et à Ivry, vos coûts très maîtrisés correspondaient à des charges foncières qui étaient plus ou moins élevées que le prix auquel vous le vendez pour les BRS? Je ne suis pas un spécialiste des prix de charges foncières, mais je m'intéresse plutôt à la sortie et à ce qui concerne les habitants. Mais en moyenne, probablement qu'ils étaient moins élevés. Cela étant, c'est pas pour ça qu'on fait du BRS. Et comme le disait mon voisin, ça ne remplace pas l'offre de logement social. Ça vient plutôt remplacer une partie de l'accession à la propriété. Mais c'est vrai que la bonne surprise, je dirais, du BRS, mais qui est liée aussi à cette dissociation et à cette possibilité d'étaler sur très longtemps l'acquisition du foncier, qui est la part principale dans la construction, permet d'avoir à la fois cette offre sociale et en même temps de ne pas trop dégrader les bilans d'opération. Donc oui, quand on est dans des opérations tendues du point de vue financier, parce que tenir des objectifs sociaux et environnementaux, ça coûte, eh bien c'est plutôt quelque chose qui est bienvenu. Mais on ne rééquilibre pas nos opérations avec le BRS. Quand on doit rééquilibrer nos opérations, malheureusement, on a plutôt tendance à utiliser l'accession libre, entre guillemets, quoi. Merci. Peut-être, je me permets de réagir. En fait, nous sommes finalement le bon garant de la réussite de l'opération, puisque nous, on regarde
au final, si le prix il est une décote de 30 à 35%, si effectivement des aménageurs seraient plutôt tentés à augmenter le prix du foncier, ben, on ne financera pas l'opération. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette logique d'intérêt général, d'accession à la propriété, et ça on peut l'avoir que vraiment si on a des décotes quand même assez fortes, définitives. Donc on est un peu au final, comme nous sommes les financiers au bout de course, donc c'est là où on donnera notre accord ou pas sur une opération VRS. Merci. Et une dernière réaction peut-être de chacun d'entre vous sur, parce que vous disiez, Patrick Bridet, que vous aviez un OFS agréé. Aménageurs, collectivités, vous avez peut-être d'autres OFS qui frappent à vos portes. Vous en financez beaucoup. Donc comment vous réagissez à la multiplication de ces structures qui sont peut-être une nouvelle forme de pression foncière en fait? Alors, nous, on est, ça dépend des territoires. Alors, sur la partie essonnienne de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, avec les élus, il n'y a pas de, même au niveau des bailleurs, il n'y a pas de fléchage, effectivement, il n'y a pas de demande de travailler avec un OFS ou un bailleur plus qu'un autre. Et donc, nous, dans nos consultations, on est très ouverts. Donc on laisse finalement un peu l'écosystème un peu se fédérer, se créer, mais voilà, on n'a pas de partenaire privilégié. Et vous choisissez comment alors? Eh ben, on choisit à travers l'offre programmatique, son bilan, le coût de construction, l'adéquation effectivement, coût de construction, prix de sortie. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, la manière dont la commercialisation va être faite, puisque de toute façon, on ne choisit pas, on fixe, comme je disais tout à l'heure, la charge foncière. Donc voilà, donc on va le choisir sur sa capacité à construire bas carbone. Donc on choisit sur plutôt des critères finalement de maîtrise d'ouvrage, et sa capacité à être un bon maître d'ouvrage. Et puis on a d'autres territoires où là les OFS se structurent territorialement. Je pense dans les Yvelines notamment, où là effectivement il y a un OFS territorial qui a été mis en place par le département des Yvelines. Alors, on n'y est pas encore dans la production de logements sur les Yvelines, mais ça approche. Et donc voilà, la question se posera peut-être à ce moment-là avec les élus. Merci. D'autres réponses? Non, enfin, moi j'ai envie de dire, si on fait une analogie par rapport au financement du logement social classique, parce qu'il y a une multitude de bailleurs sociaux. Alors, je ne sais plus combien il y en a avec la loi Elan, mais au départ, il y en avait à peu près beaucoup. Pour autant, aujourd'hui, il y avait quand même une certaine moyenne en termes de coût d'achat en VFA. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup d'OFS qu'il va y avoir une pression. Alors, on sent bien qu'il y a une concurrence, mais après, ça va s'autoréguler, j'ai envie de dire, rapidement. Et puis, il y a aussi la qualité de la maîtrise d'ouvrage, la qualité de l'opération qui vont faire que un OFS sera privilégié par rapport à un autre. Donc, normalement, c'est-à-dire que c'est aussi la qualité de la maîtrise d'ouvrage et la qualité de l'opération qui devrait permettre de choisir les opérateurs classiques, Exactement. Promoteurs et bailleurs sociaux. Patrick Bridet, vous voulez répondre? Oui, alors sur les BRS dans l'ancien, hein, c'est à ce titre-là d'ailleurs, le foncier sera porté par 3F, qui est agréé au FS. Et pour ce qui concerne bien évidemment les opérations neuves en BRS, 3F est administrateur de la coopérative foncière francilienne et il n'y a pas de raison qu'on aille travailler avec d'autres, sauf obligation, je dirais, territoriale. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Puisque de quel ordre, par exemple, ça pourrait être quoi? Paris. Voilà, donc ce sont des discussions qu'on peut avoir avec la ville de Paris, mais j'ai cru comprendre, là on a un projet en montage, et bien que l'OFS est fléché, si j'ose dire. Mais tout ça n'est pas fermé, donc on est bien évidemment en discussion. Et puis je voulais dire aussi, quand on a goûté au management de projet à la coopérative foncière francilienne, avec Cécile et Christian, c'est pas un propos de circonstance, vraiment un management de projet qui est collectif, ça a été dit, qui est pragmatique et efficace.
franchement, les conditions de travail sont telles qu'on a vraiment envie de poursuivre avec la coopérative foncière francilienne. Vraiment. Et puis, je voulais terminer sur simplement pour répondre à Monsieur Marchand. On ne vend jamais de logements HLM dans une commune quand le maire ou la maire s'y refuse. Donc, vous voyez, il n'y a pas ce préalable entre nous. Par contre, si vous voulez un opérateur BRS à Ivry, on est le vôtre. Donc, il y a peut-être une question d'alignement d'équipe municipale, mais je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux. Juste sur la diversité des OFS et la possibilité de travailler avec plusieurs. Nous, à Ivry, on a fait le choix de rejoindre la COP foncière francilienne. D'abord parce que ça nous semblait être un choix de nature politique pour encourager le développement de ce nouvel outil. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment. Mais du coup, ça nous encourage plutôt à travailler avec cet organisme-là. Faut pas oublier quand même que, et donc on est sociétaire de la coopérative, dans le dispositif, l'OFS, il est quand même propriétaire du foncier pour longtemps. Et donc, c'est pas une petite question de savoir à qui va le foncier. Et donc, nous, on va naturellement préférer qu'il aille vers un OFS dont on partage les valeurs. Hein, c'est le mouvement HLM francilien et coopératif. Et puis, dans lequel on est administrateur, sociétaire, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas partie prenante. Et donc, on a un regard aussi sur une contribution au choix de développement, de gestion qui vont être faits par cet organisme. Donc, on a naturellement une préférence pour cet organisme-là, même si la vie nous dira si on en fait une exclusivité. Voilà. Parce qu'il faut après concilier ça avec une logique qui va être pour nous, je le disais, on veut développer le BRS dans tous les projets. Ça veut dire qu'on va se retrouver confronté, on l'est déjà sur des petits sujets, des opérations privées avec tel ou tel promoteur à qui on va dire, là on veut faire du BRS. Donc il faut regarder comment ensuite les montages se font bien. Peut-être qu'il y aura des opérateurs avec lesquels la collaboration avec la COP sera compliquée. Bon, j'en sais rien, mais notre philosophie de départ, c'est quand même plutôt de privilégier l'organisme dont on est partie prenante. De la même manière que quand on construit des logements sociaux, on privilégie d'abord nos bailleurs locaux et ceux dans lesquels on est partie prenante. Voilà, on a une COP Ivry Habitat, qui est notre ancienne OPH à Ivry. Il y a aussi des bailleurs publics sur le territoire dont on est membre du conseil d'administration. Donc voilà, c'est aussi des partenaires naturels au même titre que la COP. Merci beaucoup. On va donner la parole à la salle si la salle veut la prendre. Juste pour terminer, moi, il me semble que finalement, le choc d'offres, le fameux choc d'offres dont on a entendu parler depuis 5 ans, peut-être qu'il faut l'envisager non pas comme une massification de la production qui n'a pas forcément fonctionné, mais une massification de la gamme d'offres nouvelles et possibles et finalement qui aura peut-être un effet sur le marché à terme. En tout cas, qui s'adresse à différents publics et qui rend la ville peut-être plus inclusive. C'est ce qu'on attend tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires d'ailleurs? Je vois rien, mais j'ai un projecteur dans l'œil, donc oui, je crois pas. Donc, si, tout au fond là-bas. Bonjour, Sophie Lecoq, je suis la directrice de la foncière de la ville de Paris. Je voulais juste réagir, du coup, la ville de Paris a été citée plusieurs fois là, au cours de ces 2 dernières tables rondes. Du coup, je voulais réagir à ça. En effet, pour dire qu'à Paris, le choix a été fait de réserver en fait, les programmes en BRS à la foncière de la ville de Paris, qui est donc un organisme créé par la collectivité locale et qui associe aussi les 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris, donc Paris Habitat, la RIVP et Logistiamp. Et donc pourquoi ce choix a été fait? Donc, le mot concurrence a beaucoup été prononcé ce matin. Donc ça, c'est la première raison à Paris. Hein, c'est l'idée aussi de ne pas favoriser une surenchère foncière et avec l'idée dès le début de fixer un niveau de redevance assez bas à Paris et donc uniforme sur l'ensemble des opérations parisiennes. Donc redevance qui était fixée entre 2 euros, enfin qui est fixée pardon, entre 2 euros et 2,50 €. Et puis l'autre grande raison, c'est quand même que le territoire parisien est quand même un territoire qui est assez limité, tout simplement. La ville de Paris voulait favoriser en fait, le fait que le BRS soit lisible, c'est-à-dire qu'en fait, il soit le même dans toutes les opérations. Donc c'est une question de niveau de redevance, mais pas que.
c'est aussi l'idée qu'à Paris, et ça a été dit ce matin, mais il y a énormément de demandes. Notre première opération qui a été commercialisée, on a eu 2691 candidatures pour 23 logements. Donc il y a vraiment en fait l'idée à Paris, d'abord que ce soit des appels à candidature ouverts et qu'on ne soit pas dans une logique de premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que la sélection se fasse de manière transparente, équitable, par un système de cotation et en gros qui mette en œuvre une politique publique et donc pas un premier arrivé, premier servi. Et donc ça, c'est aussi pour ça qu'il y a l'idée vraiment que ce soit l'OFS parisien en fait, qui fasse toutes les opérations. Et avec l'idée ensuite qu'à la revente, c'est un des sujets aussi qui a été évoqué ce matin, mais il y ait à nouveau en fait, une sélection complètement ouverte. C'est-à-dire qu'à Paris, l'idée ne sera pas que le ménage revende exactement à qui il le souhaite, mais que ça passe à nouveau par la foncière de la ville de Paris et que le ménage soit à nouveau sélectionné sur les mêmes critères, donc transparents et de cotation. Voilà, donc je voulais signaler ça donc, ce matin et pourquoi la ville de Paris, en effet, fait le choix de travailler avec sa foncière essentiellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un commentaire ou... Non ? Très bien. Alors, merci beaucoup. Il y a une autre question ? Ah oui, là-bas. Donc, je suis Hélène Joannet de l'Institut Paris Région, donc l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Je voulais savoir si la Caisse des dépôts est déjà amenée à refuser des demandes de prêts émanant d'OFS et sur quels critères et quel type de profil d'OFS. Voilà, un droit à cette réponse. Je crois que la question est pour vous, Richard Curnier. Merci d'avoir posé cette question. Alors, comme je dis, ça fait 4 mois que je suis ici, 5 mois maintenant. Mais donc, je n'ai pas encore refusé de dossier ici, mais dans ma précédente fonction, oui. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez un agrément de l'État que vous avez droit à un prêt. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai refusé à 2-3 reprises une association, alors c'est un PACA, qui est venue me voir pour un prêt sur 80 ans. C'est votre épargne que je prête. Donc, je suis obligé de tenir compte des contraintes que j'ai indiquées tout à l'heure. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans cette association ? Une association composée de personnes physiques sur lesquelles nous allons nous engager sur 80 ans. Donc, on a décidé de ne pas donner suite. Et ça me semble logique. Qui avait un agrément. Qui avait un agrément. Et encore une fois, l'agrément, je répète parce que c'est important, l'agrément ne donne pas droit à un accès systématiquement auprès de la Caisse des dépôts. C'est ce qu'on fait une analyse aussi de l'opération et en tenant compte de l'ensemble des critères que j'ai indiqués tout à l'heure. Merci. Et il y a encore une question là. Oui, bonjour. Axel Lecomte, directeur de l'habitat et du renouvellement urbain à Plaine Commune. Moi, j'avais une petite question sur les échanges là, parce qu'en fait, donc, on essaye de faire aussi un organisme foncier solidaire, outil d'une politique publique, avec des prix de redevances et de foncier maîtrisés. Mais parallèlement, on voit bien que se développe sur le territoire une sorte de BRS promoteur, avec des charges foncières qui nous donnent le tournis, des prix de redevance qui explosent. Le dernier qu'on m'a proposé, c'était 3,7 € du mètre carré. Donc je voulais savoir si on peut passer ce message aux promoteurs sur le fait qu'au-delà de 2,5 € du mètre carré, il n'y aura pas de financement de la Banque des Territoires. En tout cas, ça nous aiderait bien dans ce moment de régulation qui est vraiment important, puisque en fait, le BRS, on le voit bien, ça peut être un outil de politique publique, mais ça peut être aussi un outil pour habiller une pression foncière forte. Et aujourd'hui, c'est quand même le grand risque auquel on est confronté. Alors, Christian Chevet voudrait répondre. Je crois que vous l'avez dit, 2,50. Enfin, après, c'est pas un dogme. Mais... Oui, président, je vous laisse la priorité. Oui, sur le prix de la redevance, c'est un sujet enfin, qui nous anime depuis 4 ans. C'est source de débat permanent. Et nous, on pense qu'on ne peut pas regarder la redevance toute seule, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On s'attache, nous, à regarder le coût mensuel pour le ménage, qui est composé de 2 paramètres, qui est d'une part le coût mensuel de la redevance, d'autre part le coût de l'emprunt que va souscrire le ménage pour son opération. Et évidemment, tout ça dans le tiers des revenus.
Et donc, on dit finalement, c'est ça qui prévaut. Et je ne suis pas convaincu que plafonner la redevance à 2 €, ce soit toujours pertinent s'il s'agit par ailleurs de monter le prix de vente à 5 000, voire plus. Hein, parce que quand on vend à plus de 5 000 € ou à presque à 5 000 €, ça veut dire que déjà vous avez éliminé une grande partie de la population, enfin, qui est notre cible aujourd'hui, enfin la nôtre en tout cas, la COP foncière, qui sont prioritairement des locataires HLM ou des ménages issus du parc social. Et donc il faut faire très attention à ce raccourci qui consisterait à dire la redevance à 2, c'est génial, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Nous, on a des redevances qui sont montées à 3, financées par la Caisse des dépôts, néanmoins, hein, avec leur accord, et qui aujourd'hui, ça fonctionne. On a fait au Kremlin-Bicêtre, évidemment, on préférait être à 2,5. Mais je rappelle que nous, on est dans un modèle non subventionné. Alors c'est important de le rappeler, parce que si vous êtes sur un territoire comme Paris, bon, Paris est un cas à part, hein, donc on comprend bien, mais si on est à Paris, le prix réel de la redevance, ce serait plutôt 7 ou 8 €, hein, il faut le savoir. Dire que la ville de Paris peut faire 2 € ou 2,5 €, tout simplement parce qu'elle aide financièrement les projets, et puis parce que le prix de vente est quand même à 5 000 €. Hein. Et donc, il y a une péréquation qui se fait entre les deux. Donc, attention, je pense réellement qu'il faut vraiment regarder le coût mensuel que va payer le ménage. Non, vous avez raison, Président, si je peux me permettre. C'est en fait, il y a un dosage entre un couple décote et redevance. Donc, on regarde, bien évidemment, et c'est le curseur, ça dépend après où on veut placer le curseur. Effectivement, quand je donnais un prix de 2,50 €, alors on est monté sur certains dossiers peut-être à 3, mais en tout cas, 3,50 €, 4 €, on n'ira pas. Hein. Donc là, aujourd'hui, on met en rejet automatique tous les dossiers. Donc, Merci. Alors, encore, il y a 2 questions, puis après, on va passer à la suite. Bonjour, Eliane Flamme, directrice de l'habitat et du logement à Villiers-sur-Marne. Moi, j'ai une question qui porte sur les garanties d'emprunt. Y a-t-il un risque pour les collectivités territoriales à garantir les emprunts Gaïa auprès des OFS? alors, bon, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le livret A. Donc, le livret A, c'est votre épargne, et on nous oblige à avoir une garantie des collectivités locales. C'est pour ça que sur les montages OFS, on est extrêmement prudent. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur ces sujets de redevance, mais en tout cas, sur les fonds propres, doter les fonds propres de nos OFS, ça, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce que c'est un gage de sécurité à la limite du montage et à la fois de la sécurité dans le temps. Donc, est-ce qu'il y a un risque? J'ai envie de dire, il y a toujours un risque. Toujours un risque. Mais simplement, c'est qu'on regarde, nous, opération par opération. Et au-delà de l'opération, on regarde aussi la contrepartie et on regarde la composition et l'actionnariat de l'OFS. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une association de personnes physiques. Ça, voilà, on oublie. Ensuite, sur la coopérative francilienne qui est détenue en partie par des bailleurs sociaux, bon, voilà, on regarde à la fois la qualité de la contrepartie, donc on fait des analyses financières naturellement sur chaque contrepartie, et on regarde la qualité aussi de l'opération. Quand on a la qualité de l'opération, c'est outre la programmation, c'est la partie à la fois redevance, cher Président, et également la décote, pour essayer vraiment de sécuriser au maximum l'opération. Merci. Une dernière question, Françoise Godol. Donc, je représente Action Logement, enfin les partenaires sociaux du CRAL Action Logement Île-de-France. Moi, ma question, elle m'a été inspirée par Monsieur Curnier. Des matinées comme ça sont très utiles pour approfondir des sujets qu'on pense connaître un peu, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours des questions supplémentaires qu'on ne s'était pas posées. Donc voilà la mienne. On a beaucoup parlé de durabilité, d'évolution dans le temps, ce que deviennent les accédants, s'ils quittent le logement, etc. Et moi, je voudrais poser la question, qu'est-ce qui se passe si l'OFS, un OFS, c'est comme tout, hein, ça vit, ça meurt, je pense, surtout quand c'est fragile comme l'association dont vous parliez. Et je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu en cas de... J'ai pas d'inquiétude pour la COP foncière qui paraît bien solide sur ces bases-là.
Mais bon, vu le nombre d'OFS et de toute façon en général, qu'est-ce qui se passe si un OFS est défaillant, disparaît? Alors, pour tout vous dire, on a prévu qu'Action Logement récupérait le contentieux. Non, plus sérieusement, j'en reviens un peu au financement du logement social, parce qu'il y a aussi des bailleurs sociaux qui vont mal, je veux dire, en France. Généralement, on n'appelle jamais les garanties des collectivités locales. On s'arrange toujours pour permettre à ce que notre bailleur récupère le patrimoine, récupère l'endettement. Et donc, ça nous arrive, enfin, je veux dire, on a près de 150 milliards d'encours auprès des bailleurs sociaux. Et on a quasiment appelé peut-être, allez, 10 fois la garantie d'une collectivité locale. C'est pour vous montrer que quand même, c'est quand même assez résilient, le système est quand même assez résilient. Et là, si, d'aventure, il y aurait un AFS, et je pense que ça arrivera, forcément, on s'arrangera pour peut-être travailler avec un autre opérateur, un autre AFS, pour récupérer les engagements et pour éviter d'actionner les garanties. C'est ce qu'on fait sur le financement du logement classique, donc on le fera également dans le cas de l'OFS. Merci beaucoup. Alors, on va clore cette table ronde.